Allez, dernière conférence de la journée dédiée à la réduction des risques et des dommages, hein, notamment sur l'alcool. Et pour cela, on accueille Laura et Maëlle du SAMU Social de Paris. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup déjà pour l'invitation et du coup à Madame Rey de nous avoir proposé de présenter le projet de réduction des risques alcool, et on excuse du coup notre collègue Alim qui pour des raisons de santé n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc moi je suis Maëlle Priou, je suis responsable projet santé au sein du pôle médical et soins du SAMU social de Paris et je suis infirmière en santé publique de formation. Et bonjour à tous, je suis Laura Padi-Acéas et je suis chargée de mission réduction des risques au SAMU social de Paris. Donc tout d'abord, on vous présente un peu le contexte de notre organisation. Donc le SAMU social de Paris, il y a différents pôles qui vont de l'hôtel social au centre d'hébergement d'urgence, aux accueils de jour, maraude et donc les lits halte soins de santé pour lequel on fait un petit focus ici aujourd'hui. Faut savoir que la réduction des risques alcool, c'est une réflexion qu'on a depuis 2015 au SAMU social et qui s'est d'abord mis en place en 2019 avec le centre d'hébergement d'urgence Popincourt dans le 11e arrondissement de Paris, qui est un des centres pilotes et qui a été suivi ensuite par les lits d'accueil médicalisés, les lits halte soins de santé, et ensuite par l'accueil de jour qui se trouve au même endroit que les lits, les LHSS. Pour l'instant, la RDR est mise en place donc, dans un seul LHSS du SAMU social de Paris qui s'appelle le LHSS Saint-Michel. Il faut savoir que nous, en LHSS, c'est un service de 177 places qui est réparti en fait dans 5 structures de Paris et de Petite Couronne. Et on a sur ces 100, pour vous donner un petit peu un élément de contexte, 2034 demandes de LHSS par an. Donc ça, c'était pour les chiffres de 2022. Sur ces 2034 demandes, on a plus de la moitié c'est des personnes qui sont non admissibles en LHSS, mais l'autre moitié est admissible au sein de nos structures et on ne fait que 165 entrées pour une file active de 300 personnes qui ont une durée moyenne de séjour de 11 mois. Sur le LHSS Saint-Michel, on accueille principalement donc, des personnes isolées. On a 33 places au total qui ont un âge moyen donc, de 52 ans, principalement des hommes, 92%. Et qui présentent des pathologies diverses et variées, mais principalement dermato, traumato, neuro, cardiovasculaires, troubles de santé mentale, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, en pratique addictive, toutes confondues, substances illicites ou licites, les 26% des résidents déclarent avoir une conduite addictive. Le LHSS Saint-Michel, c'est une équipe du coup pluridisciplinaire qui est composée donc d'un responsable, d'une travailleuse sociale, d'une animatrice, maintenant, nouvellement, on en parlera, d'une éducatrice spécialisée, mais c'est tout nouveau, et d'une équipe paramédicale avec aide-soignante et infirmiers présents 24 heures sur 24 sur la structure, et un médecin référent qui intervient 3 à 4 fois par semaine en vacation de 3h30 et une équipe transversale de psychiatrie au sein des LHSS. Donc on est plutôt bien doté. Les difficultés qu'on va avoir sur les difficultés qu'on rencontre liées à la prise en charge des personnes en situation d'addiction en LHSS et même sur l'ensemble de nos dispositifs en général, c'est qu'on a quand même historiquement des structures qui ne sont pas adaptées, avec une saturation des dispositifs existants et des professionnels qui sont de base non formés en fait, à la réduction des risques et à l'autorisation d'alcool en structure, ce qui contraint les acteurs sanitaires à recourir finalement parfois à des exclusions quand la personne a de l'alcool dans le service ou bien se suralcoolise au sein du service, ce qui ne sécurise du coup ni les agents ni les usagers. Donc c'est pour ça qu'on a voulu remédier à tout ça. Alors pour revenir du coup au contexte pour revenir plutôt à la mise en place du projet. Très impressionnant de vous parler tous ensemble, donc je bafouille un peu, mais ça va mieux. Donc la réduction des risques, c'est une approche donc, holistique, pragmatique, qui reconnaît que les risques sanitaires et sociaux que représente la consommation des produits psychoactifs. Et l'objectif de l'approche, c'est de déployer des moyens pour diminuer les risques sanitaires liés à l'usage, donc ici on parle d'alcool, tout en reconnaissant la capacité de jugement, de responsabilité et d'expertise de la personne accompagnée. Au SAMU, on a un double objectif avec la réduction des risques, c'est d'essayer de proposer en tout cas une alternative à la seule réponse au sevrage ou à la baisse des usages,
pour permettre donc aux personnes d'être actrices de leurs choix et de leurs pratiques, et de diminuer les conséquences néfastes d'un usage de l'alcool au sein des établissements, en donnant aux équipes les moyens d'adapter leurs pratiques d'accompagnement et aussi d'adapter bien sûr le cadre institutionnel, et donc ça passe par le règlement intérieur notamment. Donc nous, on essaye de répondre à ces objectifs-là en se basant sur ce qui existe. L'idée n'est pas de redéfinir notre RDR et de tout réinventer, mais de partir vraiment des recommandations. Donc on en a plein. Dans le centre d'hébergement, ça commence vraiment dans le secteur de la HAI à énormément se développer, ce qui est très aidant du coup et utile pour nous quand on arrive en 2020 sur ce projet. Et donc on s'est appuyé sur les notes de la DIAL, le projet régional de santé dont le PRAPS, la feuille de route Middlecam, mais également sur des ressources bibliographiques, sur ce qui se passe également au Canada, il y a pas mal de choses, et sur tout ce qui est déjà existant au sein de la HAI en se basant sur la mission métropolitaine de la prévention des conduites à risque. Ces recommandations, elles souhaitent en fait renforcer l'implication des professionnels de premier recours dans l'accompagnement des patients, mais également d'aider à ce que le médico-social et le secteur de la dicto se rencontrent en créant un maillage territorial. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, mais d'abord, avant tout ça, un projet de réduction des risques, ça coûte extrêmement cher à mettre en place, parce que ça demande énormément de formation, de remplacer ses équipes, de mettre en place des outils, d'avoir des professionnels en plus. Donc pour ça, il faut trouver des financements. Et donc on a répondu à un appel à projet du Fonds de lutte contre les addictions de l'ARS Île-de-France, 2 fois, un en 2020 et un en 2022, en s'associant à la Fédération Addiction. On s'associe à un partenaire parce qu'on n'est pas en fait du secteur de la dicto. Nous, notre cœur de métier, c'est la précarité, mais la dicto, finalement, on n'est pas non plus si formé et si accompagné que ça. Et donc, on avait vraiment besoin de s'appuyer sur des gens qui connaissent et qui ont aussi ce maillage territorial dont je parlais précédemment. Et donc, avec la Fédération Addiction, on a répondu à un appel à projet et super, on a eu de l'argent de l'ARS Île-de-France qui nous a fait confiance pour remplir du coup un objectif principal qui est d'améliorer l'accompagnement des usagers d'alcool en situation de précarité qui sont accueillis au sein du LHSS, et c'est grâce au renforcement des liens entre les professionnels et l'EXAPA du coup de proximité. Voilà, ça c'était notre objectif. Après, sans rentrer trop dans le détail, parce que c'est un peu lourd, mais vous aurez comme ça un peu les objectifs qu'on a mis, sur les objectifs spécifiques et les résultats que l'on attend, c'est qu'on souhaite surtout donc accueillir le patient dans la réduction des risques alcool et l'accompagner sans que la diminution de la consommation soit vraiment ce qu'on souhaite tout de suite, mais plutôt déjà de le sécuriser, l'héberger et les usages au sein de la structure. Ensuite, dans toute logique d'accompagner les équipes pluridisciplinaires, donc toute équipe pluridisciplinaire, donc ça va être vraiment de l'agent d'accueil à l'agent de restauration au médecin, et de développer le pouvoir d'agir des personnes concernées dans la mise en place de la réduction des risques. Ce qu'on souhaite, du coup, c'est ce qu'on va retrouver dans les recommandations, maillage territorial, formation des acteurs, sécurisation également des pratiques, changement de posture aussi des professionnels, et du coup de créer des outils. Et ensuite, du coup, il a fallu accompagner le projet. Et donc, vous pouvez le voir sur ce calendrier, c'est très long. C'est pas un projet qui se met en place rapidement, mais qui s'installe dans le temps. Nous, on a eu aussi le Covid qui est passé par là. Et donc, on a d'abord débuté par, en 2021, un diagnostic. Une fois qu'on a obtenu les financements, on a la chance au SAMU Social de Paris d'avoir un service qui s'appelle l'Observatoire du SAMU Social, qui est composé d'épidémiologues, statisticiens, sociologues, etc. Épidémiologie, je veux dire, pardon. Et donc, qui ont effectué un diagnostic auprès de 40 professionnels au sein de 3 LHSS pour avoir une vision d'ensemble et de 15 usagers au total pour les interroger sur leur vision de l'alcool, l'autorisation, pour eux, qu'est-ce que c'est la réduction des risques? Est-ce qu'ils connaissent? Mais est-ce que aussi les personnes concernées, finalement, sont plutôt OK avec cette autorisation dans la structure? Est-ce qu'elles le souhaitent? Et si elles le souhaitent, de quelle manière elles le voient? Pour ensuite travailler avec la Fédération Addiction sur la construction du programme de formation. C'est-à-dire de partir de l'existant, de leurs inquiétudes, pour créer un programme sur mesure. La Fédération Addiction, elle a eu comme mission de faire tout ce qu'on a, donc le partenariat avec l'EXAPA de proximité,
d'essayer aussi de trouver les bons professionnels pour venir nous former. On a finalement décidé de travailler avec un responsable ça s'appelle la ferme Morlaix à Bordeaux, donc d'un XAPA résidentiel. Merci. Et du coup, de travailler aussi avec un XAPA qui s'appelle le XAPA Charonne, qui est situé du coup près du LHSS. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ce partenariat, discuté, échangé, restitué le diagnostic et l'analyser, on a commencé en mars 2022 à former les équipes sur 3 jours, donc des équipes de jour, de nuit, et 3 jours complets. Et donc pendant 3 jours, on a trouvé du monde pour remplacer les agents dans la structure, mais c'était intéressant et très important qu'ils se posent tous ensemble pour discuter du coup du projet. L'idée était de les former, mais aussi de repartir à qu'est-ce que vous voulez mettre en place à la fin de ces 3 jours en réduction des risques. Est-ce que vous avez envie d'autoriser l'alcool ou pas? Où est-ce que vous voulez l'autoriser? Quel outil vous allez avoir besoin? Comment vous appréhendez les choses, etc. pour repartir du coup à partir de la mi-mars avec des choses qui sont à mettre en place. Donc, en parallèle de ça, on a autorisé l'alcool à partir de mars 2022. Donc, maintenant, on a 1 an de recul sur cette autorisation. Et on a continué d'être accompagné par le XAPA qui nous a formés et qui est venu, en fait, superviser les équipes. Ensuite, on a, au bout de 1 an, le projet, mais on va revenir en détail, s'est installé et on a vu qu'il y avait quelques failles dans le système et qu'il fallait du coup renforcer le projet avec le recrutement d'une personne vraiment dédiée au projet à 100%. Développer les consultations avancées avec le XAPA et aussi d'installer beaucoup plus de groupes de travail avec les équipes, mais également des ateliers collectifs avec les usagers, ce qu'on avait déjà commencé en 2022. Et donc maintenant, ce qu'on souhaite à partir de la rentrée, c'est de débuter une phase d'évaluation qualitative du projet. Alors, un début aussi de contexte et de premier constat dès l'évolution du projet de RDR. Donc, c'est important quand même de souligner qu'on a implanté une nouvelle pratique, donc comme je disais, depuis vraiment concrètement mars 2022, dans un contexte que vous connaissez, je pense, aussi en région Bretagne, de difficultés de recrutement et de turnover très important des soignants. Donc avec une difficulté, c'est qu'on forme des équipes. Sur l'équipe qu'on a formée en mars 2022, pour vous donner un ordre d'idée, on a formé au total 25 personnes. En février 2023, on a refait une journée d'observation. Il restait 7 personnes qui avaient déjà bénéficié de la formation. Donc en fait, ça demande forcément aussi que les équipes réapprennent, que quand vous recrutez quelqu'un, il faut prévenir que ce projet est en place, que la personne soit en adéquation aussi avec cette pratique. Donc c'est aussi une des difficultés, un des obstacles à la mise en place de tels projets. En Ile-de-France, nos dispositifs d'hébergement sont complètement saturés. On a une durée moyenne de 11 mois de séjour en sein du LHSS. Du fait, c'est pas que les personnes ont besoin de soins durant ces 11 mois, c'est tout simplement que autant à l'entrée qu'à la sortie, ça bouchonne. Du coup, c'est aussi, ça complexifie les relations avec la personne hébergée, qui est plus là pour du soin, qui sait plus vraiment aussi qu'est-ce qu'elle fait là. Le soignant aussi perd le sens parfois de sa pratique. Et aussi, on a des personnes qui ne devraient plus être en LHSS, qui devraient bénéficier de MAS, de FAS, d'EHPAD, d'un LAM, et qui du coup sont là à attendre. Et du coup, on se met tous en fait un peu en difficulté dans ce contexte. Voilà. Donc il y aura aussi une perte de sens pour les personnes qui travaillent dans le secteur. Et du coup, donc l'implantation de la réduction des risques alcool au sein d'un LHSS, donc en plus de s'implanter dans le contexte que Maëlle vient d'aborder, la mise en pratique de la réduction des risques, ça demande aussi aux équipes et aux personnes accueillies un changement de perception au niveau du prisme moral. Donc ici, on a quelques verbatim en exemple sur lesquels je vais revenir tout de suite. Où l'alcool, du coup, à la différence des produits illicites, on est sur un produit qui est hyper présent en France dans la culture. C'est une consommation qui est très répandue, mais où, du coup, comme le soulève Fabrice Olivet, le président de ASUD, on trouve en fait du coup une sanction morale à la consommation d'alcool où il y aurait un bien boire, donc le fait de boire avec des amis à la sortie du travail, pendant un repas, etc. Et le fait de mal boire qui est directement lié aux conduites addictives
et à la précarité, notamment donc, le fait de boire le matin, le fait de boire seul, le fait de boire directement à la bouteille dans l'espace public. Donc il y a cette condamnation-là où du coup on travaille avec un public qui a des pratiques de consommation qui sont condamnées moralement de façon systémique. Et en plus, du coup, on travaille avec du coup, un personnel majoritairement paramédical qui exerce aussi dans un contexte où, à l'hôpital, par exemple, il est demandé aux personnes de ne pas consommer, il y a des sevrages qui sont effectués, etc. Et même au sein du SAMU social, en fait, jusqu'à ce qu'on mette ce projet en place, il y avait une culture de l'interdiction de la consommation au sein des structures. Du coup, le personnel avait l'habitude de travailler dans un contexte où on interdisait la consommation à la personne. Si elle avait de l'alcool sur elle, on lui confisquait. Et où, du coup, c'est ce qu'on retrouve aussi parmi les personnes hébergées, d'ailleurs, de stigmatisation des personnes qui boivent et de rejet. Et d'autant plus qu'on rencontre au sein du LHSS, c'est une perception de la consommation d'alcool qui va être contraire aux soins de si je laisse quelqu'un consommer, en fait je ne vais pas l'aider, je vais lui permettre d'aller plus mal et du coup il y a une perte de sens au niveau du travail qui est effectué. Du coup cette nouvelle pratique fait sentir aux soignants et soignantes avec qui je peux échanger dans le cadre de mon travail en fait je fais du mal et je fais mal mon métier. Et du coup, il y a vraiment une action à mener là-dessus, dans le sens où, en fait, on ne demande pas aux personnes que de changer leurs pratiques, mais aussi de changer leurs perceptions internes qui sont, du coup, très ancrées. Et on peut voir que, du coup, le personnel peut expérimenter une forme de double contrainte. Donc au sens de Bateson, où en fait les personnes vont être prises entre deux pressions contradictoires. D'une part, le fait qu'on leur a toujours dit interdisez aux personnes de consommer, c'est mauvais pour leur santé. Et là, du coup, avec l'implantation du projet, c'est en fait, il faut autoriser une consommation, etc. Donc il faut bien sûr accompagner ces pratiques. C'est ce qu'on va aborder dans la troisième partie. Donc qu'est-ce qu'on met en place concrètement au quotidien avec les équipes pour accompagner ça et en fait à la fois garantir un cadre d'accueil qui est sécurisant pour les personnes hébergées sans mettre en difficulté les professionnels de terrain qui exercent déjà dans un cadre qui est compliqué. Donc dans une première sous-partie, on va un peu balayer les actions qui ont été menées. Donc dans un premier temps, il faut mettre en place des moyens humains. Donc, d'une part, des temps de formation continue, donc à la fois au niveau du turnover des équipes, mais aussi pour accompagner une montée en compétences, donc de la formation sur qu'est-ce que c'est la réduction des risques, qu'est-ce que c'est l'alcool, les mécaniques de consommation, etc. Mais aussi sur d'autres volets qu'on aborde en réduction des risques, comme l'entretien motivationnel, l'intervention brève, les actions de repérage. Toujours proposer aux personnes et dédier des temps de formation. Comme le disait Maëlle aussi, la création de postes. Donc sur le LHSS, il y a la création de mon poste qui est transversale au projet, mais aussi la création d'un poste d'éducateur, éducatrice spécialisée, donc qui a été recruté très récemment, qui a commencé il y a 15 jours. Mais du coup, pour permettre aussi un accompagnement éducatif avec une prise en compte dans le projet personnalisé des conduites addictives et du coup de pouvoir proposer aux personnes un espace, si elles le souhaitent, de prise en charge, d'orientation vers des structures extérieures. Et bien sûr, une équipe structurée, donc là sur le cas du LHSS où des infirmiers et infirmières ont été recrutés en CDI, permet aussi une pérennisation du projet dans le sens où il ne faut pas à chaque fois réexpliquer la démarche à des personnes nouvellement recrutées. Donc on voit que ça demande des personnes qui sont disponibles, qui demandent aussi une expertise en réduction des risques pour pouvoir accompagner les personnes, répondre aux questions. Et sans tout ça, sans nier le savoir qui existe déjà parmi les équipes, où par exemple moi souvent je croise des personnes qui me disent qu'elles ne se sentent pas légitimes à faire de la réduction des risques auprès de patients, alors qu'elles le font déjà. Enfin, la réduction des risques, c'est pas du tout que de parler de consommation, c'est le prendre soin, c'est sécuriser, c'est s'occuper d'une personne, et ce que font en fait déjà les équipes au quotidien au sein de la structure. Donc c'est important de valoriser ce savoir-là.
Et autant donc toujours auprès des professionnels que des personnes hébergées, du coup, qui connaissent leur consommation, qui connaissent leur corps et qui sont capables de prendre des décisions pour elles-mêmes. Donc, en plus de ça, c'est important de favoriser la participation des personnes hébergées, comme c'était abordé à la conférence précédente, donc organiser des ateliers, des activités pour essayer de créer du dialogue autour de la consommation, ce qui n'est pas forcément une tâche facile, parce que les personnes accueillies ont aussi l'habitude d'être reçues dans des lieux où la consommation est interdite. Du coup, ils vont parfois la cacher en disant non, mais moi je ne consomme pas, etc., par peur après d'avoir des sanctions. Donc, créer avec les personnes hébergées ce cadre de confiance, de c'est OK d'en discuter, on peut prendre des temps là-dessus, etc. Au sein du SAMU social, donc on a des CVS, conseils de vie sociale, pour permettre aussi aux personnes hébergées de se prononcer sur le règlement, le fonctionnement, la vie collective, parce que bien sûr la consommation au sein de la structure peut créer des problèmes de vie collective dans les chambres, mais aussi dans le quotidien, au moment des soins, d'échanges informels avec les personnes, de toujours favoriser les échanges au sujet de la réduction des risques, du changement de règlement, etc. Donc tout ça, c'est accompagné par la mise à disposition de matériel et d'outils concrets pour les équipes. Donc la mise à disposition, par exemple, d'alcool pour les personnes qui seraient en manque et qui n'ont pas d'argent ou pas la possibilité d'aller acheter de l'alcool, de pouvoir donner dans un cadre de santé de l'alcool à une personne pour éviter qu'elle fasse un délirium très mince, mettre en place des fontaines à eau pour qu'il y ait de l'eau accessible, de l'hydratation, des collations pour éviter les alcoolisations, le ventre vide, de l'affichage, et aussi d'instaurer des temps de réduction des risques dans le quotidien de la structure. Donc lors de briefs, par exemple, une fois par semaine, faire un temps réduction des risques où les personnes peuvent aborder les difficultés particulières, faire de la transmission d'infos, et faire des points aussi là-dessus sur les réunions mensuelles, par exemple, où toute l'équipe est réunie. Et pour finir, sur les outils mis à disposition, il y a aussi l'échange de pratiques, d'aller visiter des structures, d'autres accueils de jour, d'autres dispositifs d'hébergement qui mettent en place de la réduction des risques alcool, où du coup ça permet de l'échange de pratiques, de voir aussi que les équipes ne sont pas seules, parce que comme c'est une expérimentation au sein du SAMU social, parfois l'équipe du LHSS se dit on est seul à vivre ça et c'est compliqué, etc. Et du coup de voir d'autres professionnels qui le pratiquent, ça peut rassurer. Et ça permet aussi un aller vers l'extérieur et un lien avec les partenaires qui est plus qu'important, ce que je vais aborder dans la dernière partie pour faire un focus sur quelque chose qui est mené depuis 1 an au sein du LHSS, dont Maëlle a parlé rapidement tout à l'heure. C'est le partenariat avec le XAPA Charonne, où du coup, en plus de la formation qu'ils ont assurée auprès des équipes, il y a une intervention du personnel du XAPA au sein du LHSS Saint-Michel. Donc il y a une infirmière qui s'appelle Martine Maisonneuve qui vient toutes les 3 semaines au sein du LHSS pour effectuer des consultations avancées en addictologie. Du coup, c'est plutôt l'équipe qui va lui dire il y a tel patient, ce serait chouette d'aller le voir, etc. Parce qu'on rencontre des difficultés sur l'accompagnement avec lui. Elle va proposer aux patients, si elle le souhaite, de prendre un temps avec eux, de les revoir la fois suivante. Et ensuite, elle va coordonner son accompagnement avec l'équipe soignante. Donc, il y a un cahier de transmission qui est mis en place. Elle laisse toujours un résumé de ses interventions à l'équipe. Elle travaille aussi maintenant nouvellement avec l'éducatrice spécialisée qui vient de prendre son poste pour coordonner aussi un accompagnement. Et ça peut permettre un aller vers l'extérieur à des personnes qui, au sein du LHSS, ont des difficultés physiques et psychiques à aller à l'extérieur d'une structure. Donc ça peut faire une bonne balance et une bonne transition vers le secteur de la dicto et un accompagnement plus spécialisé. Et en plus de ça, il y a le chef de service du XAPA Charonne, Julien Trevelot, qui vient une fois par mois animer des études de cas complexes, du coup avec l'équipe, pour autant aborder la réduction des risques d'un point de vue général, les salariés qui peuvent rencontrer des difficultés dues au changement de pratique ou d'aborder des situations bien spécifiques et du coup prendre un temps pour penser l'accompagnement, comment on peut mieux faire pour telle ou telle personne hébergée, et aussi refaire des actualisations au niveau de la formation de quelqu'un qui dit moi j'aimerais bien qu'on voit l'interaction entre
traitement psy et alcool, parce qu'on a ce cas-là, on a ce cas de figure, et du coup, Julien peut faire une actualisation à ce niveau-là. Du coup, la seule vigilance qu'il y a à ce niveau-là, c'est de bien travailler le travail à plusieurs mains sur ce partenariat pour que la réduction des risques n'existe pas que quand l'infirmière vient et se dire bon, ben, c'est elle qui traite les conduites addictives et comme ça, nous, on peut s'occuper du reste. C'est vraiment faire en sorte que tout le monde se sente concerné. Mais quand cette coordination est bien effectuée, ça permet aussi à l'équipe d'avoir une personne experte qui vient sur la structure et à qui poser des questions aussi. Il y a aussi une question de pair à pair où c'est une infirmière qui vient intervenir dans une structure où il y a majoritairement du personnel paramédical. Et ça peut rassurer aussi cette présence-là extérieure. Voilà. Et du coup, je vais conclure rapidement avant de passer aux questions s'il y en a. Donc la réduction des risques, l'enjeu principal au sein du LHSS, c'est en fait de l'inscrire comme une pratique normalisée au sein de la structure parmi les professionnels. Donc c'est un travail qui s'inscrit dans le temps long pour que la consommation d'alcool au sein de la structure et la RDR deviennent un non-événement. C'est une culture propre à infuser au sein d'une structure. Donc l'implantation dépend donc à la fois de l'investissement de l'ensemble de l'équipe et du développement d'outils et de la création de partenariats. Mais bien sûr, il nous reste tout un tas de pistes à explorer, au moins sur l'année 2023 pour ça. Donc, développer le règlement intérieur pour que ce soit inscrit que l'autorisation de consommer de l'alcool est effective, ce qui n'est pas forcément le cas. Développer des postes de père aidant, ce qui est aussi une réflexion pour nous dans le cadre de notre appel à projet, et renforcer aussi la participation encore et toujours des personnes concernées par la consommation, et aussi de faire de l'évaluation qualitative, de prendre le temps de prendre du recul en fait sur ce qu'on mène au sein des structures pour avoir une expertise sur ce qui fonctionne moins, ce qu'il faut améliorer, etc. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si certaines ont des questions. Attends, je vais amener les micros. Oui. Du coup, moi, j'ai une question. J'ai une question par rapport plutôt du côté des personnes. C'est-à-dire, enfin, du côté des personnes, pas forcément, mais on va dire l'abstinence, c'est encore quelque chose qui est prôné, surtout pour l'alcool. Quand même, c'est un truc qui est prôné partout. Et du coup, moi, je trouve ça super, quelque chose, voilà, que l'alcool soit réfléchi en réduction des risques, etc. Qu'est-ce que les personnes ont dit par rapport à accepter l'alcool au sein de la structure? Est-ce qu'elles ont accepté sur le collectif? Est-ce qu'elles ont pris en compte les gens qui certaines pouvaient être abstinentes? Est-ce que finalement ça s'est fait dans les chambres? Enfin, moi j'ai plus des questions sur le côté pratique. Parce que même des personnes qui ne sont pas abstinentes peuvent peut-être préférer que ce ne soit pas sur le collectif. Enfin, voilà. Quels sont les retours en général des personnes sur l'alcool? En tout cas, pour la partie diagnostic, donc les sociologues ont interrogé donc 15 patients.
On voulait vraiment avoir moitié-moitié personnes consommatrices, non consommatrices. Et on a réussi à interroger que 5 ou 4 personnes consommatrices, ce qui est très peu. Alors qu'on avait plus de personnes consommatrices qu'au total, on a fait le diagnostic sur 3 LHSS. Il y avait une grande difficulté en fait d'interroger les personnes consommatrices d'alcool. Soit parce qu'elles étaient trop alcoolisées, ça c'était plus rare, soit parce qu'elles refusaient tout simplement l'entretien, on obtenait le consentement de la personne bien sûr. Donc voilà, pas de volonté en tout cas de répondre aux questions, d'être dans le déni en fait, non mais moi je consomme pas, pourquoi vous me posez cette question-là, ou alors pour des personnes allophones, le blocage arrivait au niveau de l'interprète, qui était très mal à l'aise à poser les questions sur ce projet. Mais ce qui est un résultat au final en soi, c'est de faire quelque chose de ça, c'est de se dire si on n'arrive même pas à poser la question de comment vous vous sentez dans la structure, est-ce que les soignants ont déjà essayé de mettre quelque chose en place, et votre parcours d'errance au sein des structures, comment vous l'avez vécu concernant les différentes alcoolisations, quand vous rentrez tard le soir, comment ça se passe, le repas, comment il faut tenir, enfin voilà. Et il y avait peu de réponses. Donc déjà, ça c'était aussi le résultat de se dire il faut qu'on mettre un cadre pour qu'on arrive à obtenir des réponses, que c'est pas normal qu'on puisse pas parler de sa consommation avec son soignant ou son travailleur social ou son éducateur, son animateur, voilà. Après, ce qu'on a aussi obtenu comme réponse, c'était certaines, pour les personnes consommatrices, toujours, c'était en fait, pour moi le matin c'est horrible, je me lève, je tremble, mais je dois tenir jusqu'à midi parce que je veux avoir mes médicaments, mes pansements, etc. Mais en fait c'est une torture. Donc voilà, donc ça c'était aussi important que les soignants l'entendent. On a eu aussi, moi je consomme parce qu'en fait vous me donnez des antidouleurs, mais ça fait 20 fois que je dis que ça ne fonctionne pas, donc je bois comme ça j'ai plus mal aux genoux. Voilà, ou la consommation sociale. On a certains patients aussi qui consommaient de l'alcool et qui disaient mais en fait moi ça me rassure que ce soit interdit, parce que si un jour j'ai envie d'arrêter, au moins je saurai que ce sera plus facile pour moi. Voilà, mais en fait, c'est un peu la réponse aussi du bon élève. C'est-à-dire, je fais plaisir à la personne du SAMU social où je lui réponds que si un jour je veux, parce que je peux être capable. Voilà. Donc tout ça, c'est toujours aussi à faire attention. Il y avait pas mal de biais également, aussi de la part des enquêtrices. C'était pas simple non plus. Donc, voilà. Sur la partie des personnes qui ne consommaient pas d'alcool ou en tout cas qui ne se considéraient pas en addiction, il y avait plutôt de l'ouverture aussi sur... si c'est autorisé, au moins, je serai moins mal à l'aise parce que là, moi, mon voisin de chambre, il consomme. Ça me pose problème parce qu'il consomme trop à côté de moi. Mais je ne peux pas en parler aux responsables et à la cadre parce que sinon, je vais le dénoncer, il risque de se faire virer. Donc, bon, si on autorise, du coup, on peut reparler un peu du collectif, on peut consommer, mais effectivement, on doit faire attention à son voisin de chambre. On va plutôt consommer en salle collective, surtout la nuit, plutôt que dans ta chambre, ça dérange. Donc ça donne aussi plus de levier d'ouvrir plutôt que de tout cacher aussi autour de la structure. Et de toute façon, là, je ne l'ai pas précisé au début, mais la consommation d'alcool, même si l'alcool était interdit avant mars 2022, existait déjà. On retrouvait des canettes partout. Voilà. Je vois que tout le monde hoche la tête, donc vous le savez, ça part par la fenêtre, il y a plein de déchets. Donc voilà, ouvrir l'alcool, ça permet aussi de travailler sur l'environnement, enfin voilà, plein de choses. Après, sur la consommation maintenant, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, pour compléter un petit peu ce que moi je vois quand je suis sur les structures, je passe une journée par semaine sur chaque structure où la réduction des risques est développée, c'est qu'il y a aussi une honte en fait qui disparaît au niveau des personnes. Pardon. Ou par exemple, quand je suis arrivée en poste en décembre, il y a un monsieur sur le LHSS, quand je lui ai dit mon travail, quand je me suis présentée, il m'a dit non, je bois pas. Alors qu'on m'avait déjà dit que c'était un consommateur actif et qui maintenant peut boire devant les professionnels, peut parfois parler de ses consos, de ses modes de consommation, etc. Des personnes aussi qui ont des consommations qui sont cachées parce qu'elles peuvent plus facilement sortir, etc., vont aussi plus oser en parler à l'équipe, ce qui est un point vraiment positif, notamment sur des personnes qui vivent mal leur consommation, je vis un mal-être par rapport au fait que je bois et du coup on peut plus facilement orienter, donc notamment vers Martine on observe ça, et aussi par rapport aux personnes qui seraient abstinentes ou non consommatrices. Je trouve que c'est plus un travail global au niveau du LHSS, en tout cas, où comme les personnes sont beaucoup dans la structure, il y a beaucoup de soucis de vie collective qui peuvent être autant de « je suis agacée parce que mon camarade de chambre est ivre » que « je suis agacée parce que tel patient a des gros troubles cognitifs et il rentre tout le temps dans ma chambre en se trompant ». Et du coup, ça demande vraiment un travail là-dessus qui n'est pas tant
spécifique à la RDR que général de vie collective, de comment on apprend à dire qu'on n'est pas content du comportement d'un tel sans s'insulter, avoir recours à des menaces, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est juste une petite précision, c'est juste, du coup, l'alcool est autorisé sur les lieux collectifs, c'est-à-dire la cafétéria, ou enfin, je ne sais pas comment c'est en LILT santé, c'est autorisé sur les lieux collectifs également. Oui, c'est autant en chambre que dans les espaces collectifs. Bonjour. J'aurais voulu savoir si, quel était le motif de ce turnover-là que vous avez eu. Est-ce que c'était, sans aucun jugement, une incapacité du monde sanitaire, du moins des infirmières, d'accepter qu'on puisse s'alcooliser alors qu'elles sont dans le soin et qu'on a vraiment une vraie une formation qui prône pas ça en tout cas, et ou si c'était juste une difficulté en lien avec la formation, parce qu'au final tout le monde a été formé, donc est-ce que c'était plus un refus de changement de pratique, oui, ou si c'était peut-être une énergie déployée qui n'était pas habituelle pour ces soignants? Oui, il n'y a eu aucun lien en fait avec la mise en route du projet et le turnover. Du coup, mais merci pour votre question, parce que ça me permet de repréciser pour éviter justement l'amalgame entre les deux. En fait, le projet du coup a débuté donc en termes de réponse à l'appel à projet et de réponse positive ensuite de l'ARS en novembre 2020, et on a réussi à faire la formation qu'en mars 2022. Donc il s'est passé quand même un peu plus d'un an avant qu'on arrive à faire la formation. Et ça, justement, c'est dû au fait que rien qu'avant cette formation, on avait déjà un turnover. Savoir qu'entre 2020 et 2023, on a rien que le LHSS Saint-Michel, en termes de responsables, on a connu 4 ou 5. Donc en fait, le turnover, il est à tous les niveaux. On a changé aussi de médecin référent entre-temps. On a eu des infirmières au bout de la période Covid qui ont voulu changer en fait aussi pour trouver un autre métier. Et en fait, c'est pas spécifiquement au LHSS Saint-Michel, ce turnover, on le retrouve sur toutes les structures de LHSS, donc nos 5 structures à Paris aux Petites Couronnes. Quand on a eu ensuite la formation, il y a eu certains professionnels qui y sont restés quand même, qui ont été même référents réduction des risques alcool. C'est vrai que c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais c'est un outil aussi en plus d'avoir des référents RDR dans la structure. On en avait 2, et en fait il y en a une qui a décidé d'aller à Belle-Île travailler, et un autre qui a décidé d'aller ailleurs, mais ça n'avait rien à voir en fait avec la RDR, c'est plus sur des... Voilà, je pense qu'on voit tous en ce moment que les infirmiers et infirmières ont des possibilités énormes de travail, parce qu'il y a de la place partout, et que du coup, voilà, les personnes ne s'installent pas forcément toujours dans le temps. Au SAMU social, on a un groupement d'intérêt public, donc on ne peut pas proposer de CDI en fait en première intention, on propose des CDD de 10 mois. Et c'est aussi un obstacle parce que du coup, au bout de 10 mois, on se réinterroge sur qu'est-ce que je fais là, est-ce que j'ai envie de faire autre chose. Du coup, c'est l'occasion soit de stopper son CDD, d'aller voir ailleurs, de prendre aussi un temps pour soi, etc. Le travail n'est pas facile. C'est pour ça que là, ce qui a permis aussi, qui a été un vrai levier, c'est qu'on a obtenu du côté des RH de CDIser en fait les infirmiers dès leur arrivée. Et donc maintenant, ça s'installe dans le temps. Mais il n'y a pas de relation, en tout cas, entre mise en place du projet et départ des personnes. En tout cas, ça n'a jamais été évoqué en entretien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ou de questions ? Bonjour. J'ai une question plus pratico-pratique par rapport à la consommation en collectif. Je voulais savoir s'il y avait une certaine forme de régulation, ou en tout cas une politique interne ou des protocoles. Est-ce que c'est en termes de conseils ? Est-ce que c'est par rapport au comportement de chacun, où vous allez peut-être faire des entretiens individuels s'il y a certains comportements ? Et donc comment ces questions-là sont travaillées au niveau de l'équipe, au niveau de la sécurisation de l'équipe et des autres résidents à côté, en fonction, comme vous disiez tout à l'heure, des problématiques de chacun. Sur la question des consommations collectives, sur le cas du LHSS, c'est pas la problématique que vont vivre les professionnels en premier, où
le personnel va se sentir beaucoup plus en difficulté sur les questions de suralcoolisation de personnes qui ont des grosses comorbidités, par exemple avec la consommation d'alcool, ou des exemples similaires à ce qui était dit à la conférence précédente de patients qui s'alcoolisent beaucoup et qui tombent, et du coup les soignantes sont inquiets de toujours devoir soulever la personne, etc., où il y a des chutes. Donc la question des consommations collectives, il n'y a pas tellement besoin de régulation là-dessus, hormis sur des questions plutôt de un groupe regarde la télé pendant qu'il y en a 4 qui sont en train de faire un peu apéro, et du coup il faut demander de faire peut-être moins de bruit, etc., pour que tout le monde puisse avoir son espace. Après, sur cette question-là, ce qu'on est en train de faire, là, c'est pas encore lancé, on va le faire dans le mois qui arrive, c'est que tous les 15 jours, on va créer un temps d'apéritif collectif, du coup, en fin de journée, 17h, 18h, avec un bar roulant en bois qu'on pourra installer, pour un petit peu réguler notamment ces choses-là, de plutôt éviter que les personnes s'alcoolisent seules, par exemple, ou à l'extérieur, isolées, parce qu'il y a quand même des consommations comme ça qui perdurent malgré une autorisation, pour un petit peu créer de l'occupationnel aussi, parce que des fois, c'est pas tant le fait que les personnes boivent ensemble qui peut créer des soucis sur le LHSS, c'est plutôt l'ennui qui va mener à de la suralcoolisation notamment. Donc on va créer des temps conviviaux où tous les professionnels, bien sûr, sont conviés à ces temps-là. Donc proposer des boissons avec ou sans alcool pour pouvoir inclure tout le monde. Et aussi, on réfléchit en interne à créer plutôt, à aménager un autre espace sur la structure, parce que là, l'espace le plus apte à se réunir, c'est aussi l'espace où il y a la télé. Il y a des personnes qui regardent beaucoup la télé. Et du coup, d'aménager une autre partie du service avec plutôt une table avec de l'eau, potentiellement des flyers, de l'affichage, etc., pour que les personnes puissent aussi s'installer, et qu'il y ait consommation d'alcool ou non, passer un temps ensemble. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais du coup, pour compléter ce que dit Laura, c'est vrai que l'environnement est hyper important. C'est sûr que ça ne va pas se passer de la même manière dans une structure où vous avez des chambres individuelles, ou bien vous avez un espace extérieur agréable, ou dans un milieu rural que vous allez penser dans un milieu urbain. Rien qu'au LHC Saint-Michel, donc on partage les lieux avec un accueil de jour, donc ils peuvent sortir. Mais sinon, le collectif, en fait, la salle commune, c'est un couloir finalement. C'est pas bien fait pour ça. Donc c'est vrai que ça repose toujours la question de l'environnement. On parlait d'attachement tout à l'heure, ben on est un peu dans le vif du sujet. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut penser en termes d'architecture presque, de comment je réadapte la structure pour que ce soit OK pour tout le monde également. On a un autre LHSS où on s'était dit peut-être qu'on peut aussi faire pilote là-bas. Mais par exemple, ce qui était remonté comme grosse problématique des usagers, c'était que les couloirs étaient tellement fins qu'ils rasaient déjà les murs à une certaine heure de la journée quand les gens revenaient trop alcoolisés. Donc on avait déjà un peu pensé de comment on fait sur la circulation pour aussi comment on voit un peu plus que c'est des choses très étriquées, et donc est-ce qu'on repositionne finalement les postes de travail pour également resécuriser les personnes autrement. Voilà, c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut penser. Moi, je souhaitais aussi rebondir sur une des applications que vous faites de la réduction des risques alcool, et notamment pour la réduction des risques liés au délirium tremens. Je voudrais savoir, sur la mise à disposition de l'alcool que vous pouvez faire en tant que professionnel, déjà quel type d'alcool, qui prend la décision de délivrer, qui délivre, et enfin en quelle quantité, et comment vous arrivez à gérer l'articulation entre des personnes qui se fournissent par leurs propres moyens leur quantité d'alcool et celles qui se font fournir par l'institution. Du coup, ça, pour répondre à votre question, on a créé, alors ça n'a pas été fait spécifiquement sur le LHSS, ça a été fait plutôt sur l'accueil de jour, enfin l'ESI dont parlait Maëlle tout de suite, où c'est à la fois un accueil de jour et une halte de nuit. Du coup, il y a un poste de soins, enfin une laverie, des douches, équipe composée d'animateurs, de travailleurs sociaux, de soignants, il y a un service domiciliation, un service d'insertion professionnelle, donc c'est assez complet. Et on a mis au point, du coup, avec la médecin référente de l'ESI,
la responsable adjointe, le responsable bien sûr et moi, un protocole de gestion des symptômes de manque, du coup qui est un document qui vient un peu cadrer tout ça, parce que c'est sur les accueils de jour notamment, c'est une pratique qui est pas récente du tout, de donner un peu de l'alcool comme ça pour éviter à quelqu'un de mourir, en fait, de faire un arrêt cardiaque. Et du coup, c'est avec la médecin, les infirmières et les aides-soignantes, il y a un arbre décisionnel qui a été défini, du coup, à partir de quels symptômes je peux évaluer il faut donner de l'alcool, quels symptômes j'alerte systématiquement le poste de soins, où ça va être trouble de la conscience, trouble respiratoire, et crise d'épilepsie, trouble majeur, j'appelle directement le 18. Du coup, toute l'équipe de l'accueil de jour a été formée à la réduction des risques. Donc, ce qui a été décidé en équipe sous une vigilance médicale, c'est que chaque membre de l'équipe était apte à évaluer si quelqu'un avait besoin d'une dispense d'alcool ou non. Donc, autant une infirmière qu'un animateur, qu'une éducatrice spécialisée peut décider de donner une bière. C'est des canettes dont je ne me rappelle plus la marque. Je crois qu'on a soit des 8-6, soit d'autres marques, mais je crois qu'on fonctionne principalement avec des 8-6, vu qu'on est sur des personnes qui consomment soit de la bière à des degrés assez hauts, soit des alcools forts, ou du vin, qui est à 12-13 degrés en général. En sachant qu'on rappelle aussi à chaque professionnel que si elle ne se sent pas de faire l'évaluation toute seule, elle peut alerter un collègue, elle peut alerter un soignant qui est sur site. Et du coup, il y a la formation qui a été assurée auprès des personnes. Le stock du coup de bière est effectué auprès de l'ensemble, du budget RDR, et il y a une grille d'entretien qui a été définie pour faire une évaluation auprès de la personne qui présente des symptômes de manque mineurs, on va dire. À lui poser la question de est-ce qu'elle est en sevrage ambulatoire pour vérifier qu'il n'y a pas un traitement de médicaments anti-manque, entre guillemets, de lui demander depuis combien de temps elle n'a pas bu, combien elle boit d'habitude, quand, est-ce qu'elle a de l'argent, est-ce qu'elle peut demander à un ami. Ensuite, le professionnel ou la professionnelle alerte le poste de soins, alerte les collègues, il y a des talkie-walkie, et là donne une bière du coup à part dans un espace calme à la personne, donc en versant la canette dans un verre petit à petit, en incitant la personne à boire doucement, lui proposer de l'eau, une collation, et ce qui est demandé, c'est de garder la personne sous surveillance 15 minutes pour voir comment la personne se sent. Et au bout de 15 minutes, s'il n'y a pas d'amélioration, là, intervention systématique du poste de soins pour voir ce qui est décidé. Est-ce que c'est parce que la dose d'alcool n'était pas suffisante pour couvrir le manque, ou est-ce que là, il faut appeler les pompiers parce que ça relève d'une intervention médicale directe en urgence. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé, j'ai peut-être pas été vigilante, mais je voulais savoir si au sein du LHSS, il y avait des espaces collectifs où l'alcool n'était pas autorisé pour sécuriser les personnes abstinentes, par exemple, ou si l'alcool est autorisé dans toutes les zones collectives. Sur le LHSS, oui, les consommations sont autorisées sur l'ensemble de la structure. Cette question, les équipes l'abordaient pas mal quand je suis arrivée en poste. Et du coup, ce qui a été proposé, c'est que les personnes ne boivent pas directement à la canette ou à la bouteille et que ce soit bu dans un verre, ce qui permet à la fois de consommer de l'alcool dans l'espace collectif et de ne pas être exclu de certains espaces, tout en permettant que les personnes abstinentes, par exemple, ne voient pas la canette qu'elles buvaient tout le temps 2 ans auparavant et soient tentées. Ça n'a pas été mis en place parce que ça n'a pas été une demande de la part des personnes hébergées, notamment. Ce n'est pas un problème qui a été soulevé. Mais je sais que dans d'autres accueils de jour, c'est quelque chose qui est pratiqué et qui est plutôt efficace sur cette question-là. Donc on va éventuellement une dernière question, s'il y en a une qui reste, oui. Ça va être rapide, mais juste savoir si les résultats de l'évaluation qualitative seraient publics, parce qu'en fait là je pense que sur
les effets de la réduction des risques à proprement parler, vous n'avez pas une lecture très claire et qui va manquer. Et voilà, savoir si on pourra lire la suite de vos aventures ou pas quelque part. Oui, je pense. Ça sera un projet qui sera porté par la Fédération Addiction, l'Observatoire du SAMU social et bien sûr après les équipes. Donc oui, l'idée c'était de faire un livrable aussi sur des recommandations. Et effectivement, il y a très peu de littérature sur ce qui est fait en LHSS, un petit peu plus sur le lit d'accueil médicalisé ou un exemple de structure sur le département des Hauts-de-France. Donc du coup, où on peut s'inspirer un peu de ce qui a été fait, mais sinon il y a peu de recommandations en milieu de soins. Donc si ça peut servir, oui. Ouais. Et juste pour information, en Bretagne, on a déposé un projet auprès de l'ARS pour mettre en place une formation, notamment sur ces questions de réduction des risques et des dommages en CHRS. Donc nous attendons avec impatience la réponse à l'appel à projet. Donc évidemment, vous serez au courant dès qu'on aura les réponses. Merci à vous. C'est elle qui fait applaudir. Merci de votre participation. Merci au jeune homme à la technique d'avoir assuré cette journée. Et puis j'espère, n'oubliez pas de répondre au questionnaire d'évaluation que vous avez dans vos programmes sans doute. Il y a un QR code. Si vous ne l'avez pas, il est à disposition sur la table d'accueil. Je vous souhaite un bon retour et à très bientôt.